Qu'est-ce qui fait courir un champion cycliste? Est-il un artisan de l'effort, un sportif comme un autre? Réponse dans le grand angle avec un cycliste philosophe qu'on reçoit tout de suite dans le grand angle. Bonjour Olivier Arlambon. Bonjour. Alors, difficile de vous décrire en quelques mots. Pendant 10 ans, vous avez été coureur cycliste de 87 à 96. Oui. Vous avez abandonné le vélo pour devenir d'abord journaliste, photographe. Ensuite, vous avez fait des études de philosophie. Oui. Et vous avez écrit des livres. Le premier, c'est en 2014, Le versant féroce de la joie, un très beau titre, aux éditions Alma. Alors, c'est un roman, un récit consacré aux dérives du cyclisme à travers le destin tragique de Frank Vandenbroucke, qui est un champion belge, mort à 34 ans dans une chambre d'hôtel au Sénégal. Expliquez-nous d'abord ce très beau titre, Le versant féroce de la joie. Ah, le titre, quand on écrit un livre, c'est jamais une affaire facile. Enfin, moi, c'est ma plus grande difficulté. Ça, enfin, je parle comme si j'en avais écrit 10, mais ça fait 2 fois, et 2 fois, ça a été difficile. Le versant féroce de la joie, je crois que ça en réfère surtout au fait que, contrairement à ce qu'on en dit le plus souvent, l'amour du sport et de l'effort, et notamment d'un sport aussi rude que le vélo, parce qu'on sait que ça peut être douloureux, ça peut faire souffrir, qu'il faut endurer les difficultés de l'effort. L'amour du vélo n'est jamais, à mon sens, une joie pure. On n'est pas mu quand on fait 5 ou 6 heures ou 7 heures de vélo par jour. On n'est pas mu par un seul sentiment naïf de bonne humeur comme ça. Et je crois beaucoup, en vélo comme ailleurs, ou à vélo comme ailleurs, dans l'effort, aux vertus créatrices d'une sorte de... Oui, créatrice, productrice, je ne sais pas comment il faut le dire, d'une sorte de mélancolie peut-être. Et Vandenbroucke était le client parfait pour ce genre de considération. Vous parlez dans ce livre de Frank Vandenbroucke. Qui a tué Frank Vandenbroucke? Qui a tué Frank Vandenbroucke? Lui-même, sans doute. Lui-même. Les excès de... Oui, bien sûr. Alors, au sens objectif et littéral, au sens premier, au sens de l'information, sans doute, sont les excès de... Les excès de produits, de substances, d'efforts, mais c'est aussi une forme de désespoir qui probablement qu'il n'arrivait pas à formuler, à exorciser. Et Vandenbroucke ou VDB, comme on dit dans le bon sportif. En raccourci, en bon sportif. Ouais. Franck est quelqu'un qui s'est manifestement détruit à petit feu ou à grand feu. Oui. Ça a duré des années. Mais... Alors le vélo, je l'ai dit, ça a été une grande partie de votre vie. Vous avez commencé à courir, à monter sur un vélo tout petit? Tout petit, comme tout le monde. J'ai donné mes premiers coups de pédale au fond d'un jardin à 4 ou 5 ans ou 3 ans, je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai exploré les quartiers où j'ai vécu toute mon enfance. Ouais. Et puis je ne sais pas très bien quel a été le déclic. Enfin, il y a quelques circonstances, mais à 13 ans, j'ai eu l'âge de prendre une licence. Mon parrain m'a offert un beau vélo. Un vélo Mercier? Non, c'était pas un vélo Mercier. Parce que vous parlez de votre vélo Mercier dans le... Oui, celui dont il est voilà, question. On le voit là. Absolument, oui. Ça, c'est un souvenir d'enfance. C'est un souvenir d'adolescent. D'enfance. C'est vraiment mon premier éblouissement. Je me souviens d'un vélo comme ça qui traînait dans un hall d'entrée et qui m'avait vraiment... ça, c'est quand je fais le chemin à rebours que je me souviens de ce vélo. Alors, mon premier vélo à moi était bleu, de course. Alors, on a parlé de votre premier livre et votre dernier livre, le livre que vous venez de publier aujourd'hui, c'est Le coureur et son ombre. Comment on pourrait définir ce livre? C'est pas vraiment un roman, c'est pas un récit. On dirait que c'est une sorte de réflexion du philosophe que vous êtes devenu. Bah oui, c'est quelque chose comme ça, sans doute. Enfin, j'ai toujours un peu peur des grands mots. Je m'étonne toujours d'entendre parler de moi comme un philosophe. J'ai un diplôme de philosophie. Et j'ai dépensé 10 ans de ma vie à vivoter de course cycliste avant, d'une façon pas complètement heureuse. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui a été dans la réussite et tout. Ouais. Néanmoins, ça m'a apporté, oui, beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de douleur et surtout beaucoup de circonspection. Ouais. Si on voit les choses positivement, vous dites que, par exemple, le vélo vous a permis de recouvrer la vue, c'est-à-dire de découvrir la nature, la campagne, les paysages. Oui, oui, et l'intériorité notamment. C'est-à-dire que j'ai découvert le fait que le paysage se déployait en moi à travers l'effort. Et pour en revenir un tout petit peu à la question précédente, la philosophie, en fait, après coup, m'a permis sans doute de trouver la formule ou de donner un peu un sens ou un semblant de sens. J'essaye de faire ça à un parcours qui m'avait laissé un peu avec un sentiment absurde, dont je ne savais pas très bien le sens.
Et depuis, j'en cherche la formule. Alors écrire, oui, ça a été une grande chance. En tout cas, vous écrivez très bien, hein. Je vais vous lire. Vous dites, par exemple, j'étais enfant moi-même accroupi devant la télévision quand Bernard Hinault est devenu champion du monde en s'arrachant à la côte de Domancy. Il me faudrait bien des années et bien des déconvenues pour comprendre combien il y avait de finesse au fond du corps, derrière le masque teigneux et la chevelure hallucinée du Breton. Les meilleurs coureurs cyclistes comptent parmi les gens les plus intelligents, les plus subtils de l'espèce humaine. Oui, Vous confirmez ? Oui, je le confirme, absolument. Il y a là-dedans, il y a même une phrase qui dit un peu plus loin que la course cycliste rend malin, contrairement à la lecture. Oui. Il y a une petite dimension provocatrice, évidemment, mais bien sûr, les coureurs cyclistes sont les bons, les très bons, les meilleurs d'entre eux sont des gens extrêmement intelligents et délicats, surtout. On parle C'est pas l'image qu'on a d'eux, délicat. Non, absolument. On parle d'eux que comme des forçats, enfin le lexique on le connaît, comme des monstres d'effort et de force. Or, je crois que je crois pas, je sais, et je l'ai vécu et souvent à mes dépens, que pour rouler vite à vélo, il faut être très délicat. Il s'agit, je crois, une formule un peu m'est venue après, dommage, j'aurais dû l'utiliser dans le livre. Je crois que quelquefois, savoir rouler vite, c'est le fait d'ajustements physiques, posturaux, musculaires tellement ténu que c'est un endroit où le corps rejoint ce qu'on pourrait appeler la disposition d'esprit. C'est-à-dire dans le livre, je prends l'exemple des pavés. Les pavés, ce qu'on peut imaginer de plus douloureux. Par exemple, de Paris-Roubaix. De Paris-Roubaix, absolument. Ça fait mal. Et puis les coureurs qui sont de bons gabarits pour exceller dans ces courses-là sont lourds, sont musculeux, etc. C'est pas forcément l'image qu'on a de la grâce ou de la délicatesse. Et pourtant, pour rouler vite sur le pavé, il faut être très délicat. La position d'une main peut tout changer et l'inclinaison du bassin joue beaucoup. Il faut toujours conserver la motricité sur la roue arrière. Et ce sont des dispositions tellement ténues que d'abord elles sont invisibles de l'extérieur et qu'elles sont à peine perceptibles comme mouvement physique. Mais oui, je crois que c'est vraiment une question d'état d'esprit, rouler vite. Il faut trouver la formule psychique. Alors je vous cite encore et vous dites, vous écrivez en parlant du vélo, il est sans doute peu d'objets capables d'accommoder si bien les natures indécises, de convertir l'inefficace en efficace, le désespoir en projet. Oui. On ne pense pas à ça immédiatement quand on voit un vélo. Non, peut-être pas immédiatement, il faut du temps pour ça. Oui. Et c'est ce que je veux dire par là, c'est que, et ça vient de mon expérience personnel, c'est-à-dire que moi, étant enfant, j'avais pas le sentiment j'avais pas un sentiment très heureux de mon propre corps ou de ma force ou de mon aisance physique. Et je crois que le vélo, ça s'accommode beaucoup, non pas des malfaçons non plus, mais je veux dire tout le monde, tous les gabarits et tous les styles de physique peuvent y trouver un mariage heureux, harmonieux. Et vous dites aussi que le peloton, c'est comme un monstre fabuleux, comme un dragon chinois. Oui. Oui, l'image du dragon chinois m'est venue après coup. Je pensais surtout au peloton comme une addition d'organismes qui elle-même est une sorte d'organisation supérieure, presque comme une organisation biologique qui serait presque dotée de sa propre intelligence ou de ses propres desseins, que chaque coureur doit apprendre à ressentir plutôt qu'à réfléchir intellectuellement, quoi. Alors, on a parlé du titre de votre premier livre, le coureur et son ombre. Oui. C'est quoi l'ombre du coureur ? C'est le versant noir. Oui, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être en effet cette mélancolie, cette tristesse qui est motrice, à mon avis, enfin qui l'a été pour moi. Encore une fois, le vélo est un sport difficile, ça on le sait. Et c'est pour ça qu'il n'est pas surprenant d'y voir exceller des gens qui ont un rapport à leur propre corps un peu délicat. Donc oui, par exemple, c'est la tendance à l'excès. Comment s'étonner du fait que les meilleurs à cet exercice si difficile soient des gens un peu limites. Ça n'a rien d'étonnant, au contraire. Justement, quand on pense aujourd'hui au cyclisme, on pense évidemment d'abord au dopage. À tort ou à raison ? On a raison d'y penser parce qu'on sait que c'est le cas, que ça a été le cas. Après, moi, à tort, je ne sais pas, mais je crois qu'on s'est beaucoup focalisé sur une certaine époque du vélo, notamment. Et curieusement, par exemple, on ne s'est jamais scandalisé du fait que jusqu'avant le PO, tous les coureurs ont toujours été à peu près dopés. On le sait, on sait ce qu'on a pris à l'époque de Coppi, d'Anquetil, on sait quand sont apparues les amphétamines, quand on a utilisé la cortisone. On s'est dopé à toutes les époques ? Oui, on s'est dopé à toutes les époques, ça c'est connu. Avec des produits différents ? Avec des produits différents. De plus en plus dissimulables ?
Dissimulable, je ne sais pas. Oui, parce que, comme on dit, les tricheurs ont une longueur d'avance, ou je ne sais pas, puis la recherche progresse. Mais surtout, depuis le PO, à mon avis, ce qu'on dit peu, c'est qu'on se dope dorénavant avec des produits très chers, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Je veux dire, j'imagine qu'aujourd'hui, l'époque où j'ai couru, c'était les débuts de l'EPO qui infestait même une bonne partie des pelotons amateurs et qui remplaçait la cortisone. La cortisone, ça coûtait 5 francs. L'EPO, c'était déjà un petit budget. Ce qui veut dire que ceux qui gagnent appartiennent forcément aux équipes les plus riches? C'est un raccourci, mais il y a peut-être un peu de ça. Or, bon, ce qui m'a beaucoup disconvenu, ce qui m'a beaucoup blessé d'une certaine manière, parce qu'à cette époque-là, j'ai arrêté de courir, j'ai commencé à travailler comme journaliste, c'est qu'on disqualifie toute une génération de coureurs, bon, qui n'étaient pas blancs comme neige et qui n'étaient pas innocents, mais qui étaient aussi un peu, comme les précédents, avaient les pratiques de leur époque. Ouais. Est-ce qu'on peut gagner le Tour de France ou Paris-Roubaix sans prendre ce que vous appelez ces merveilles synthétiques, comme vous les appelez? J'espère que oui, ouais. J'espère que oui. Et je pense, il est assez évident pour tout le monde. Pour le coup, je ne suis pas un enquêteur, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas journaliste d'investigation, mais je crois quand même que, oui, du point de vue sanitaire, on a beaucoup progressé. On va terminer par 2 notes plus personnelles. Qui serait pour vous le plus grand champion cycliste de tous les temps, ou le plus, je ne sais pas, le plus... de tous les temps. Celui que vous admirez le plus? J'ai beaucoup admiré Bernard Hinault, c'était mon adolescence. Je le vois aujourd'hui d'un œil différent parce que j'ai 50 ans et lui un peu plus. Il y a beaucoup de coureurs que j'admire. Je fais une réponse peut-être un peu étrange, je les admire tous. Je les admire tous. Je crois que dans la production, presque comme une production artistique d'un coureur, il y a toujours des moments de grâce et il faut savoir les repérer. Je veux dire, moi je me régale à regarder les courses pour elles-mêmes. Je pourrais parler de Peter Sagan parce qu'il est tellement talentueux, il est tellement éblouissant que voilà, mais ce serait une banalité. Et vous-même, vous faites encore du vélo? Oui, un peu. Oui, j'éprouve encore cette difficulté-là. Ouais. Alors, Olivier Arlambon, pour savoir ce qu'il y a dans la tête d'un cycliste, donc ce coureur et son ombre, je renvoie à votre livre aux éditions Premier Parallèle. Merci d'être venu en parler. C'est moi qui vous remercie.